La cour, levez-vous s'il vous plaît. L'audience solennelle de prestation de serment est ouverte. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les avocats, monsieur le recteur, maître, la Cour a le plaisir de vous accueillir pour cette audience de prestation de serment, moment très important et probablement dont, je l'espère en tout cas, vous vous souviendrez toujours de votre vie professionnelle. L'audience se déroulera en 4 temps. Le président de l'EDAS prendra d'abord la parole, ensuite monsieur le bâtonnier d'Aix-en-Provence, se faisant la voix de l'ensemble des bâtonniers du ressort. Monsieur le procureur général prendra ses réquisitions. Ensuite, j'interviendrai et nous procéderons à la formalité précisément de serment que vous attendez. Monsieur le président de l'EDAS, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, il est d'usage, comme Monsieur le Premier Président vous l'a indiqué, que le Président de l'École des avocats prenne la parole avant que n'interviennent Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général et également Monsieur le bâtonnier d'Aix-en-Provence. Je viens d'être élu président de l'École des avocats et je succède dans cette fonction à Monsieur le bâtonnier Jean-Pierre Reyne, qui a accompli un travail remarquable à la tête de cette école, ce dont nous pouvons le remercier, travail qui vous aura été profitable, travail qui aura également été profitable à l'ensemble des avocats. Il m'appartient donc de vous accueillir. Je ne vais pas vous faire de discours. Je ne vous en ferai pas, je vous prodiguerai simplement quelques conseils. Les conseils bienveillants d'un ancien à destination de celles et ceux qui vont devenir ses confrères. Dans quelques instants, vous allez prêter serment. Dans quelques instants, vous allez prêter non pas un groupe de mots placés les uns après les autres, mais quelque chose qui fera de vous de véritables avocats. C'est le serment qui fait l'avocat. Le serment, c'est cette frontière entre votre vie d'avant, la vie de brillants étudiants venant d'horizons géographiques, sociaux et culturels divers, qui vous sépare donc de cette vie d'avant, de votre vie future, celle d'avocat. Vous allez par ce serment naître en tant qu'avocat. Alors, avocat, ce n'est pas une simple profession. Avocat, c'est une profession lourde d'obligations, lourde de valeurs morales et éthiques. En votre qualité d'avocat, vous vous devrez d'être un exemple de dignité et de probité. Au même titre que les magistrats et les greffiers, vous devrez être irréprochable, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Comme le disaient nos anciens, l'on ne peut être un parfait avocat si l'on n'est pas un honnête homme et un homme de bien. Quelles que soient les situations, ne l'oubliez jamais, vous êtes et serez avocat à plein temps. Vous devez au quotidien, y compris en dehors de votre activité professionnelle, être aussi noble que la vertu. En votre qualité d'avocat, vous vous devrez d'agir avec conscience et indépendance. Ne vous laissez jamais charmer par la facilité ou encore les mirages que la vie mettra sur votre chemin. C'est dans le sentiment de sa dignité et la noblesse de son âme que l'avocat trouve son indépendance. Avancez en faisant ce qui vous paraît juste pour votre client.
Et de grâce, soyez humbles, soyez humbles. L'humilité que Voltaire qualifiait de contrepoison de l'orgueil et le doute que Chartier qualifiait de couronne du sage doivent vous accompagner tout au long de votre activité professionnelle. Ces deux qualités vous permettront d'avancer, de vous améliorer, de vous perfectionner, de donner le meilleur de vous-même. Stupide est celui qui croit tout savoir. Le droit évolue, le monde évolue, et vous deviez évoluer sans cesse avec eux. Formez-vous aux évolutions du droit, formez-vous aux matières que vous connaissez, formez-vous à celles que vous ne connaissez pas. Mais surtout, écoutez ce conseil d'un ancien. Regardez travailler et plaider vos aînés, et vous deviendrez ainsi de vrais avocats. En votre qualité d'avocat, vous devrez aussi faire montre d'humanité à l'égard de votre prochain. Qu'il soit puissant ou misérable, vous devrez écouter, conseiller et défendre votre client. Le petit, le faible, le spolié, l'opprimé trouvera en vous la force qui lui manque. Vous devrez faire pour lui, sans compter vos heures et votre énergie, plus que vous ne feriez pour vous-même. Vous calmerez ses angoisses sans lui montrer les vôtres. Vous serez parfois le seul rempart contre l'injustice. Vous porterez la voix de celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas s'exprimer. Vous serez la lueur d'espoir vers laquelle ils iront lorsqu'ils seront plongés dans les ténèbres de l'existence. Dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, ces qualités contenues dans le serment que vous allez prêter sont celles d'un avocat. Et un avocat, entendez-le bien, ne doit jamais transiger avec son serment. Mais la profession d'avocat, ce n'est pas que cela. Avocat est une profession faite de renouvellement et de mutation. Cette profession que l'on ne cesse de dire agonisante, que l'on ne cesse de dire mourante, est bel et bien vivante. Il y a 100 ans, l'on disait à ceux qui se trouvaient là où vous êtes qu'ils ne pourraient vivre de cette profession. Il y a 50 ans, l'on disait à ceux qui sont là où vous êtes qu'ils ne pourraient vivre de cette profession. Il y a 20 ans, lorsque j'ai prêté serment, l'on est venu m'expliquer que je ne pourrais vivre de cette profession. Rassurez-vous, cela est faux. Et ce ne sont pas les bâtonniers, vos bâtonniers qui sont derrière moi, qui me démentiront. Si vous êtes sérieux, inventif, travailleur et honnête vis-à-vis de vos clients, vous vivrez de cette profession et la ferez vivre à travers vous. Mieux encore, vous vivrez avec un sentiment que peu connaissent, qui fait la grandeur et la noblesse de notre robe, le sentiment d'être utile à vos frères humains. Je vous en conjure, n'écoutez pas les sirènes funestes qui tenteront de vous décourager. Ce métier est un beau métier. Cette profession est une belle profession. C'est celle que vous avez décidé d'exercer et vous y serez heureux. Et n'en déplaise à celles et ceux qui voient en l'avènement de l'intelligence artificielle la fin de la profession d'avocat, je crois et je suis même convaincu que sans l'humanité de notre robe, il ne saurait y avoir de justice et ainsi de paix sociale. Avocat est aussi une profession qui vous obligera à vous surpasser. Il en faut de l'empathie pour mettre ces problèmes de côté, pour pouvoir être le réceptacle bienveillant de la douleur que ressentiront certains de vos clients accidentés par la rudesse de la vie. Il en faut de l'énergie pour se battre contre un système parfois injuste qui dysfonctionne, notamment à raison des faibles moyens auxquels nous sommes confrontés tous les acteurs du monde judiciaire. Il vous en faudra de l'énergie pour vous relever lorsqu'une décision que vous trouverez injuste vous mettra un genou à terre. Mais cette énergie, vous l'aurez. Cette énergie, on l'a tous eue. Cette énergie, vous l'aurez pour avancer et faire entendre la voix et la cause de vos clients, ceux qui vous ont confié leur douleur, leur famille ou parfois quelques années de leur vie. Il en faut de l'empathie, il en faut de l'énergie et il faut aussi du courage pour faire ce métier. Il faut du courage pour se lever à côté de celle ou celui que personne ne croit. Il en faut du courage pour se lever à côté de celle ou celui que tout le monde déteste.
Ce courage ne doit jamais vous quitter tout au long de votre activité professionnelle. Ce courage fait l'avocat. Et ce courage, d'ailleurs, je le dis parce que cela me paraît important, était personnifié par l'un des confrères, un confrère du barreau de Marseille que nous avons perdu il y a exactement 10 jours. Je parle ici de Fabrice Trollier, un avocat pénaliste que la presse a qualifié d'avocat qui plaidait pour ses clients avec une soif de justice, comme si sa propre vie en dépendait. Un avocat qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est en train d'être enterré, accompagné par le bâtonnier du barreau de Marseille, Mathieu Jacquier, qui m'a demandé de vous présenter ses excuses et de le représenter, mais également accompagné par les membres du Conseil de l'ordre du barreau de Marseille. Parce que dans notre métier, lorsque l'un de nous part, les avocats sont à ses côtés. Dans notre métier, lorsque l'un de nous part, le bâtonnier prononce un discours à son enterrement et les membres du Conseil de l'ordre sont présents pour l'accompagner jusqu'à ces derniers instants. Preuve que nous sommes liés les uns aux autres. Preuve que toute votre vie professionnelle, vous serez liés les uns aux autres. De l'empathie, de l'énergie et du courage, tel est le triptyque qui guidera votre vie professionnelle. Ces qualités, vous les avez en vous, car on peut m'expliquer ce que l'on veut, mais je demeure convaincu que l'on ne devient pas avocat par hasard. Ces qualités, vous les avez, vous les ferez grandir et vous ferez grandir notre profession. Avocat est aussi une profession où vous ne serez jamais seul. Nous formons, nous les robes noires, un bloc. Quels que soient nos horizons, quels que soient nos idéaux, quelle que soit notre manière d'exercer cette profession, nous sommes unis les uns aux autres et c'est ce qui fait notre force. Puisque nous sommes entre nous, je vais vous raconter une histoire qui vous permettra de mieux saisir ce qu'est un avocat courageux, se sentant appartenir à une vraie famille, à une famille professionnelle. Cette histoire, c'est celle de votre confrère, Léon Maurice Nordman. Cet avocat, pendant la Seconde Guerre mondiale, appartenait à un réseau de résistants. Il rédigeait et tractait un journal contre la propagande nazie. Il a été arrêté et jugé pour cela. Certains passages du procès ont été retranscrits. Je vais vous lire ce qu'il a indiqué à ces juges allemands lors de son procès. Vous me demandez si j'ai commis les actes de détention et de distribution de tracts anti-allemands ? Je réponds oui. Vous me demandez si je regrette ? Je réponds non. Vous me demandez si j'ignorais la gravité de mon geste ? Je réponds encore non. Je suis français, je suis patriote, j'ai considéré que la France avait perdu une bataille et non une guerre, et c'était le devoir de ses enfants de continuer la lutte par les moyens restant à leur disposition. C'est ce que j'ai fait délibérément. Votre confrère, courageux confrère, a été fusillé à l'âge de 34 ans. Et juste avant de mourir, il a eu une pensée pour les siens. Il a écrit une lettre à son bâtonnier. Je vais vous lire les mots qui étaient les siens. Monsieur le bâtonnier, mon avocat me dit à l'instant que vous avez bien voulu faire une démarche en ma faveur. Je me permets de vous en remercier profondément. Je dois cependant mourir. Je voudrais que vous sachiez qu'en ce moment, comme dans tous ceux qui ont précédé, je tâche d'être digne de notre robe, dont le port a été pour moi un grand honneur. J'ai essayé de faire mon devoir pour mon pays. J'ai entendu, devant la plaque de bronze de notre ordre, des paroles courageuses et fières, auxquelles je me suis efforcé de faire écho. J'espère que mon sacrifice ne sera pas inutile. Je veux, par mon entremise, saluer une dernière fois l'ordre et les amis que j'y compte, et j'espère qu'on y gardera pour moi un souvenir amical. Recevez, monsieur le bâtonnier, l'expression de mon profond respect. Dans ces derniers instants, votre confrère a pensé à sa robe. Dans ces derniers instants, votre confrère a pensé à ses confrères, a pensé à son bâtonnier. Pourquoi ? Parce que nous formons une famille. Vous allez intégrer cette famille. Alors, noir est votre robe. Défendre est le serment que vous allez prêter. Et le bâtonnier Grisoli avait une formule qui m'a toujours marqué. Il disait « Si vous voulez être heureux un jour, saoulez-vous. Si vous voulez être heureux 2 jours, mariez-vous. Si vous voulez être heureux toute votre vie, soyez avocat. » Je sais
que grâce et dans cette profession, vous serez heureux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Monsieur le bâtonnier d'Aix-en-Provence, vous avez la parole en vous faisant la voix donc de l'ensemble des bâtonniers du ressort. Monsieur le Premier Président, Monsieur l'Avocat général, représentant Madame la Procureure générale, Mesdames, Messieurs les magistrats, Monsieur le recteur de l'Académie Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur le Président de l'EDAS, Monsieur le bâtonnier de Nice, Adrien Verrier, et Madame le vice-bâtonnier de Nice, Cécile Choual, Madame le bâtonnier de Grasse, Valérie Fontan-Faron, Madame le bâtonnier de Toulon, Sophie Caïs, Monsieur le bâtonnier de Draguignan, Laurent Le Glonec, Monsieur le bâtonnier de Digne, Arnaud Chapuis, et Madame le vice-bâtonnier de Digne, Emmanuela Horta, au nom desquels j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les anciens bâtonniers, mes chers confrères, mes chers quasi-confrères. Enfin, diront certains, ceux qui vous entourent y voient sans doute une fin, le bout d'un chemin. Ceux qui vous accueillent ici y voient surtout le début de tout et la fin de rien. Mais enfin quand même, enfin ici, entourés de ceux qui vous aiment. Réjouissons-nous, chers impétrants, de voir vos visages et ceux de vos accompagnants. Illuminez-les, laissez-nous y voir votre fierté démesurée. Mesurez la chance de pouvoir être regardé, et quand viendra le temps de l'immortaliser, souriez, vous êtes filmés. Car n'oubliez pas que ceux qui vous ont précédés ces dernières années n'en ont pas eu l'opportunité. Contraints de se cacher et d'avancer masqués. Réjouissez-vous aussi, enfin, de quitter leur banc pour bientôt rejoindre vos fauteuils, certainement plus accueillants, et de laisser là vos enseignants, ainsi que notre école, mais sans pour autant délaisser ses paraboles. Fini les évaluations structurées, fini les examens stéréotypés, fini les sujets imposés, fini l'angoisse d'être noté. Viendra bientôt, mais bien assez tôt, une autre angoisse, celle du délibéré. Bienvenue dans notre liberté, fût-elle organisée. Vous avez terminé d'étudier. Gardez simplement à l'esprit que, sans discontinuer, vous apprendrez, et que vous ne le ferez qu'en vous attachant à préserver l'humilité indispensable à nos activités. Prenez le temps de découvrir, acceptez d'écouter ceux qui ont des souvenirs. Vauvenargues, local de l'étape, résumez cette pensée en rappelant que ce n'est pas un grand avantage d'avoir l'esprit vif si on ne l'ajuste. La perfection d'une pendule n'est pas d'aller vite, mais d'être réglée. Pour commencer, réjouissons-nous, réjouissez-vous de ces fins. Et continuons. Enthousiasmons-nous, enthousiasmez-vous pour vos débuts à côté de nous. Pour des débuts qui s'accompagnent aussi d'enfin. Enfin cette audience, enfin cette robe, enfin ce serment, enfin cette main, enfin les regards tournés vers vous au sein de la cour et de son historique palais Verdun. Devenir avocat, c'est accepter un état, c'est en adopter les symboles et les codes, audience, serment, robe, et c'est d'abord être accueilli et intronisé lors d'une audience qui vous est exclusivement réservée. Une audience devant ses pairs, mais aussi en présence de l'ensemble du monde judiciaire. Un moment essentiel, fondateur, solennel, un moment dont vous êtes le poumon et le cœur, l'un de ces rares moments où la cour s'arrête uniquement pour vous faire honneur. Profitez-en, prenez votre temps, vous vous en souviendrez longtemps. Il est à vous, ce moment. C'est aussi, à cette occasion et pendant cette audience, pour la première fois, le droit de revêtir notre costume d'apparat et de porter cette robe. Portez-la respectueusement, mais portez-la fièrement, conscient qu'elle vous oblige autant qu'elle vous autorise. Elle est noire, un noir absolu qui, outre son passé clérical, vous renvoie à la sobriété qui devra vous accompagner. Elle est ornée d'un rabat blanc, référence aux tables de la loi et aux commandements pour qu'en toutes circonstances, il vous soit rappelé que force demeure toujours à la loi. Elle est garnie d'une épitoge qui témoigne tout à la fois du respect que nous devons au monde judiciaire et de l'indépendance qui doit guider votre carrière. Cette robe est notre symbole,
celle des audiences, celle des cérémonies, celle qui nous identifie, nous différencie, mais aussi celle qui nous rappelle quotidiennement tout ce qui nous unit. Une robe qui nous réunit autour d'une même et unique déontologie. Des valeurs, des principes, une longue liste dont je ne ferai pas la litanie, dont une infime partie, structurante mais insuffisante, est sacralisée par le serment sur lequel vous allez jurer. 5 principes qui vous seront rappelés, 17 énumérés pour l'exercice plein et entier de notre activité. Mais soyez aussi soucieux de tout ce qu'on ne vous a pas enseigné, de tout ce que le bon sens vous suggère, acquis comme inné. À commencer par le fait de douter, non pour craintivement vous abstenir, mais uniquement pour utilement choisir. N'oubliez jamais, paraphrasant Ernest Renan, que le doute reste et doit rester un hommage que l'on rend à la vérité. Douter, hésiter, et parfois accepter de reculer. Servez-vous de ces certitudes, de ces incertitudes pour avancer et nous faire ainsi collectivement progresser. Alors oui, enfin cette audience, enfin cette robe, enfin ce serment, et enfin cette main. Et pour demain, enfin les audiences, pour porter dignement notre robe et appliquer soigneusement votre serment, l'audience, les audiences. Fantasmée par les uns, redoutée par certains, elle demeure un moment d'échange, de préférence en présence. Un moment qui doit s'adapter aux réalités, quitte à évoluer, mais sans jamais se dénaturer, sans jamais oublier qu'elle demeure un aboutissement, la conclusion d'un long cheminement, un moment qui reste l'unique instant où les histoires sont défendues, l'unique instant pendant lequel le justiciable entend, mesure et comprend son droit d'être entendu. Un résumé de l'essentiel sans superflu. L'essentiel par le symbole, mais avant tout le lieu privilégié de la parole, le lieu de la discussion, le lieu du débat, de l'expression mesurée mais sans réserve de notre oralité. Rappelant que son utilité n'a pas à être discutée et qu'elle ne peut être jugée que par celui qui sait. J'ignore s'il évoluera, et si oui, quand il le fera, mais je sais déjà que c'est aussi à vous qu'il appartiendra de protéger l'unique sanctuaire où se discute la loi. Alors enfin les audiences, traditionnelles ou solennelles, enfin les premiers pas surtout dans votre nouvel environnement professionnel. La justice est un pilier, un univers à part entière guidé par la conviction d'être indispensable, d'être nécessaire. Habité par des principes et des préceptes qui protègent et qui dépassent ceux qui l'exercent comme ceux qui doivent y recourir. Persuadé d'être celle qui assure l'équilibre et sur laquelle notre démocratie s'appuie pour se maintenir. C'est dans cet univers qu'évolue notre bulle, votre bulle. Un cercle au contour dessiné par les obligations que nous impose notre impérieuse mission. Convaincu de son rôle déterminant et acceptant d'être différent, un espace dans lequel seul compte celui que l'on défend, dans lequel vous découvrirez l'envahissement, vous, les réceptacles de la vie des gens, un espace rempli d'interrogations et de questionnements, un espace nécessitant cohérence, indépendance, mais aussi parfois crise de conscience, un espace d'élégance et de distance, dans lequel les désaccords et les contradictions, avec ceux de votre profession comme avec vos juridictions, se discutent désormais dans le respect, fût-ce avec fermeté. Mais cet espace dans lequel vous entrez est avant tout celui de la liberté et de la créativité. Un espace de rencontre, de partage, d'épanouissement, de gratification, de satisfaction. Un espace qui vous rappelle constamment que vous êtes au bon endroit, au bon moment, ancré dans votre temps et y participant. Que vous êtes l'outil précieux d'une société que vous accompagnerez pour lui permettre d'évoluer. Que vous participez, y compris contre votre gré, à une œuvre qui vous dépasse et vous transcende, si vous savez l'écouter. Elle fait notre fierté, et elle fera la vôtre, à n'en point douter. Un autre enfin, celui d'un procès, que la France guettait et que Nice attendait. Le procès de la folie, d'une folie, celle qui surgit sans s'annoncer aux premières heures de la nuit dans l'obscurité, un jour, un soir de fête, un jour, un soir de feu d'artifice.
Un jour où des femmes, des hommes, des enfants flânaient paisiblement à Nice. Un jour funeste où nous sommes tous restés sur un trottoir, terrassés par un exalté qui croyait savoir. Ce procès s'est déroulé en fin d'année. Pendant que vous finissiez d'étudier, des dizaines de noms, de prénoms y ont été égrenés, des dizaines de victimes qui avaient eu l'audace de se promener. Nous n'en oublierons aucune. Mais vous en porterez une. Votre promotion portera le nom de Myriam Belazouz, avocate décédée sur cette promenade. Ce soir-là, ce n'était pas celle des Anglais, c'était celle des Niçois et de tous les Français. Sachez que cette avocate était celle que vous devrez être. Confraternelle, délicate, chaleureuse, bienveillante, indépendante. Elle faisait partie de ceux dont les échos sont toujours accompagnés de jolis mots. Vous lui ferez honneur en portant son nom et son ancien bonheur. Myriam était jeune, beaucoup trop jeune, mais elle était déjà l'un de vos anciens. Prenez leur sillon, prenez le sien et protégez ce lien. Souciez-vous toujours de ceux qui sont déjà là. Respectez le souvenir de ceux qui ont été là. Beaucoup d'entre eux se sont battus pour préserver ce que nous sommes et d'autres le font encore. Vous leur devez cette robe, vous leur devez cette audience et vous leur devez ce serment. Nourrissez-vous de leurs expériences, profitez de leur présence. Ne vous retenez pas de leur parler et plus encore de les écouter, y compris, et je ne vise personne, ceux qui radotent parfois avec leurs anecdotes. Écoutez-les, mais sans jamais penser pour autant, si l'un de vous l'entend, que c'était mieux avant. Cette profession sera toujours ce que nous en ferons, car nous ne serons jamais rien d'autre que ce que nous choisirons. Nous sommes toujours nos choix, disait Jean-Paul Sartre. Soyez rassurés, j'ai presque terminé. Enfin, diront certains. Quand cette cérémonie sera levée, il vous faudra aller, enfin, et poursuivre votre chemin. Vous y êtes désormais, exactement là où vous souhaitiez. Enfin, le début de tout et la fin de rien. Il y a quelques années, vous avez eu cette volonté d'y arriver. Vous avez eu ce souhait, vous avez eu cette idée. Victor Hugo disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. La vôtre est enfin venue. Alors plus rien ne vous arrêtera. » Merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le procureur général, quelles sont vos réquisitions? Merci, Monsieur le Premier Président. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir été désigné par Madame Lequéot, procureure générale, pour prononcer le discours qu'elle avait prévu de formuler devant vous. Elle avait des choses à vous dire. Et je vais me permettre donc de vous lire le texte de son discours. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde judiciaire qui, après votre prestation de serment, sera votre univers professionnel pour quelques mois, quelques années, de nombreuses années, pour votre vie professionnelle durant. Je vous félicite pour le parcours qui a été le vôtre et qui vous permet d'intégrer le barreau après les épreuves des examens et le suivi d'une scolarité dense. Le jour de la prestation de serment marque dans une vie professionnelle un avant et un après. C'est un jour singulier puisqu'après ce serment, vous ne serez plus des juristes comme les autres. Vous serez des auxiliaires de justice et à ce titre, les représentants d'une profession réglementée avec ses droits et ses devoirs. Vous disposerez du droit de revendiquer un titre, comme vous aurez un monopole pour les missions relevant de votre seule profession, protégée par la loi. Certaines missions vous seront réservées parce que vous êtes désormais considérés comme des spécialistes de la matière judiciaire et votre compétence justifie un recours à vos services. Une de vos tâches consistera à rester à ce niveau d'expertise, malgré un droit en permanente et profonde évolution.
Vous intégrez le barreau qui tire son nom depuis le XVIe siècle de cette barre qui séparait le lieu où se tenaient les avocats de l'emplacement réservé aux juges. Ce mot est le symbole non pas de votre isolement, mais de votre indépendance. C'est l'emblème de ce positionnement spatio-temporel différent qui fait de nous, magistrats, les garants de l'application de la loi, et de vous, avocats, la protection des intérêts de nos concitoyens. Vous rejoignez une profession dont les effectifs n'ont cessé de croître depuis 10 ans. Ainsi, au 1er janvier 2021, 70 894 avocats exactement étaient recensés en France, contre 53 744 10 ans plus tôt. 30 210 d'entre eux étaient inscrits au barreau de Paris, soit 43% des avocats. Le barreau de Marseille, fort de ses 2281 avocats, occupe le 4e rang au plan national, talonné par celui de Nice, qui, avec 1098 avocats, occupe le 10e rang. Avec 2 barreaux dans le top 10, pour prendre une expression imagée, le ressort de notre cour affiche une des plus fortes densités d'avocats sur le plan national. 5 670 avocats y travaillent, soit une augmentation de 27% depuis 10 ans. En 2020, les barreaux ont enregistré 268 nouvelles inscriptions, dont 78 avocats déjà en exercice qui ont choisi de migrer dans notre ressort. Cette augmentation régulière des effectifs des barreaux est devenue un sujet de préoccupation. La réforme de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, dont le 50e anniversaire a été célébré le 17 novembre dernier à l'initiative du Conseil national des barreaux, a rationalisé le contrôle des connaissances, mais elle n'a pas permis l'an passé d'endiguer les entrées. La situation économique des avocats s'en ressent. Certains démissionnent, d'autres sont placés en procédure collective, d'autres encore rencontrent des difficultés financières. Elle a aussi créé un déséquilibre avec les effectifs de magistrats. En 1986, le rapport était de 2,8 avocats pour 1 magistrat. En 2020, il s'établit à 8 avocats pour 1 magistrat. Et pourtant, cette réalité peut aussi être appréhendée sous un angle plus optimiste, en termes notamment de compétences et de spécialisation. Ainsi, les avocats, profession la plus jeune des professions judiciaires et juridiques, avec un âge moyen de 44 ans, viennent d'horizons différents. Le CAPA, 176 réussites en 2020 dans notre ressort, passerelle de l'article 98 du décret de 1991, 12 admissions, les articles 99 et 100 du même décret, 2 admissions, avocats étrangers dont le statut est de mieux en mieux précisé par les textes et la jurisprudence. Cette diversité traduit des centres d'intérêt différents qui peuvent se retrouver dans l'exercice du métier. Cette diversité fait de vous une profession dynamique dont l'avenir n'est pas forcément dans les prétoires et peut trouver à s'exprimer dans l'activité de conseil. En effet, la complexité du droit est exponentielle sous l'effet des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité associés à une multiplication des sources normatives. Cette complexité du droit impose le recours à des spécialistes de haut niveau, y compris dans la magistrature. Or, force est de constater que des domaines de compétences sont désertés. Au sein de cette cour, un seul avocat est inscrit en droit de la fiducie, un en droit du sport, un en droit rural, et plus étonnamment, au regard des particularités de ce ressort, un en droit des étrangers et de la nationalité. L'arrêté du 20 octobre 2021 a porté à 28 le nombre des spécialisations en y ajoutant 2 rubriques, droit de la protection des données personnelles et droit des enfants. Au plan national, seuls 8% des avocats sont titulaires d'un certificat de spécialisation,
même si l'intérêt de ce certificat est moindre depuis que les avocats peuvent mentionner leur domaine d'activité dominant. L'année écoulée aura été une année riche en changements pour votre profession. Je citerai 2 réformes importantes. Le décret du 6 mai 2022, pris en application de la loi organique du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, a organisé le recrutement d'avocats honoraires pour assurer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales entrées en vigueur cette semaine. Notre cour a reçu des candidatures d'avocats honoraires qui seront en cours d'examen pour leur permettre de venir siéger aux côtés des magistrats. Et puis, la réforme disciplinaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, prévoit que le Conseil régional de discipline peut être présidé à la demande de l'avocat poursuivi ou du tiers requérant par un magistrat de la cour d'appel. Et en appel, 2 avocats désignés par les bâtonniers du ressort viennent compléter les rangs de la cour. Cette réforme pose des questions auxquelles la pratique pourra seule répondre. Ainsi, la possibilité de saisine directe du Conseil régional de discipline par les particuliers sera soumise à un filtrage permettant d'écarter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou non motivées, sans toutefois qu'on puisse affirmer que ce mode de régulation permettra d'endiguer le flux de saisine. Le Conseil national des barreaux a pour mission de rédiger un code de déontologie qui constituera le socle des règles professionnelles à respecter. À travers ce code, c'est l'indépendance et l'impartialité des avocats qui doivent être recherchés et garantis, car ces 2 critères, édictés par la Commission de Venise en sa session de mars 2016, garantissent l'état de droit dont les avocats sont partie prenante. Ainsi, l'avocat doit faire preuve à tout moment de la plus haute probité, intégrité et équité à l'égard de ses clients, des tribunaux, de ses confrères et de tous ceux avec lesquels il est amené à établir un contact professionnel. La rédaction de ce code de déontologie pourra trouver son inspiration dans les travaux conduits par le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat qui, en juin dernier, a produit un document de travail issu des rapports des 3 groupes de travail. Ce Conseil conjoint, initié le 26 juin 2019 par la charte établie par la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature, les conférences nationales des premiers présidents et procureurs généraux, les conférences des présidents et des procureurs de la République, l'Ordre des avocats au Conseil, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers de France et l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ce Conseil donc est un lieu de réflexion, d'échange et de propositions pour améliorer la relation du quotidien entre les avocats et les magistrats, qui s'est ces dernières années délitée et parfois est devenue conflictuelle. Ce Conseil peut inquiéter en ce qu'il est le signe d'une relation distendue entre la magistrature et le barreau, mais il doit rassurer parce qu'il traduit la volonté de dépasser les difficultés identifiées de manière à créer les conditions propices au déroulement d'un procès équitable. C'est cet état d'esprit entre les chefs de cour et les 8 bâtonniers du ressort qui préside aux rencontres entre nos 2 professions au cours desquelles nous abordons les sujets qui nous unissent et qui parfois nous séparent. Voici la fin du texte du discours prévu par Madame la procureure générale. À titre personnel, je souhaiterais également vous souhaiter la bienvenue dans le monde judiciaire. J'ai le sentiment diffus de vous avoir suivi un peu parce que depuis 2014, je suis membre des jurys du CRFPA, examen d'entrée au CRFPA, et puis aussi du jury du CAPA. Et j'ai un peu le sentiment d'avoir vu grandir certains d'entre vous. J'ai le plaisir donc de vous adresser mes sincères félicitations et tous mes vœux de belle et heureuse carrière en qualité d'avocat dans notre ressort. Monsieur le Premier Président, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise de recevoir le serment des nouveaux avocats ici présents et d'en faire dresser procès-verbal conformément à la loi.
Merci, Monsieur le procureur général. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Tel est le serment que chacun d'entre vous prêtera dans un instant. Avant de revenir sur le sens de celui-ci, je voudrais souligner l'importance de ce moment. Ce moment solennel est d'abord le vôtre. Le serment est obligatoire. Au-delà des épreuves de connaissances auxquelles vous avez dû vous soumettre, il vous ouvre, tel un sésame, l'accès à la profession d'avocat que vous avez choisie, certainement en considération des valeurs qu'elle porte, inhérentes, vous le savez, à l'état de droit et à la démocratie. Il ne s'agit pas d'une simple formalité substantielle, il s'agit d'une promesse dont vous ne pourrez plus vous dédire tout au long de votre vie professionnelle. Une promesse dont les termes doivent être gravés à jamais dans votre mémoire, afin que chaque jour, vous puissiez trouver matière à leur donner du sens. Vous vous engagez irrévocablement à défendre les valeurs que ce serment induit en toute occasion, c'est-à-dire par ordre croissant de difficultés, devant la société, prompte à juger sur de simples rumeurs à notre époque où l'information est dérégulée, devant les professionnels de justice et en particulier vos propres confrères ou consoeurs, parfois emportés par leur passion, et enfin, face à vous-même, car il ne sera pas de jour que votre serment ne cesse d'interroger votre exercice, d'où le mot « conscience » qui illumine la formule de votre promesse et donne de la profondeur à toutes les autres valeurs qu'elle énonce. Ce moment solennel, c'est aussi celui de la communauté judiciaire dans son ensemble, car ce jour, vous y faites votre entrée. Bienvenue soyez-vous, et si vous avez désormais un référent déontologique en la personne de votre bâtonnier, souffrez qu'en commentant ce serment, quelques conseils puissent vous être prodigués, cette fois par un magistrat, dont vous ne dénierez pas l'expérience acquise au cours d'une vie judiciaire, hélas déjà longue, vous qui ce jour entamez la vôtre. Dans cette communauté judiciaire, vous trouverez au premier chef vos confrères et consoeurs, mais vous y trouverez aussi les magistrats avec lesquels vous allez partager un même dessein, un même idéal, servir la justice. Eux aussi ont prêté serment devant la cour d'appel du ressort de leur première affectation et sont indéfectiblement liés par celui-ci toute leur vie durant. Le recueil des obligations déontologiques élaboré il y a quelques années par le Conseil supérieur de la magistrature et enrichi depuis pour tenir compte des évolutions sociales susceptibles d'interroger ce corpus par essence vivant, constitue un bel ouvrage de référence. Le savez-vous, les magistrats rencontrent à chaque nouveau poste leur chef de juridiction ou de cour dans le cadre d'un entretien déontologique, au cours duquel, notamment, ils remettent une déclaration d'intérêt afin de prévenir tout risque de suspicion de partialité. Au-delà de la création d'un conseil de déontologie des magistrats présentant chaque année un rapport public au Conseil supérieur de la magistrature et la mise en place au sein de ce dernier d'un service d'aide et de veille déontologique, les possibilités de saisine directe du Conseil supérieur par tout justiciable alléguant le manquement d'un magistrat au devoir de sa fonction rappellent à tous l'interpellation du premier président Canivet. Je cite, « Il s'agit en définitive, pour chacun de nous, de se juger soi-même dans l'acte de juger les autres. » Votre serment vous rappelle, à vous aussi, que vous êtes tenu par une déontologie qui se veut exigeante. Voilà qui nous rapproche. Et il serait fécond que l'on puisse régulièrement d'ailleurs porter un regard croisé sur nos obligations à cet égard. Il faut insister sur ce point. Le fait de ne pas occuper la même place dans le prétoire ne nous divise pas, loin s'en faut.
mais nous rappelle que notre concours à tous, magistrats et avocats, est indispensable à l'œuvre de justice. Il y a une consubstantialité de nos deux professions, et opposer l'une à l'autre est un non-sens, voire un contresens. Il ne peut y avoir d'avocat sans juge et de juge sans avocat, bien au contraire. Seul un travail itératif, chacun bien sûr dans le respect de l'autre, est de nature à garantir le fonctionnement de notre système judiciaire et l'accès de tous à un procès équitable. Songez à tout ce qui nous unit au quotidien. Nos métiers respectifs reposent sur un processus collaboratif qui nous invite, chacun à notre place, à écouter, à comprendre et à convaincre. Écouter, d'abord. Écouter n'est pas inné, cela s'apprend, tant pour les avocats que pour les magistrats. C'est d'abord s'intéresser à l'autre, l'observer dans tous ses modes d'expression, s'abstenir de couvrir son message par ses propres pensées, représentations ou réflexes professionnels. C'est entrer en empathie pour déceler, au-delà d'une demande maladroitement formulée, ce qui guide celle-ci. C'est alors qu'il devient possible de comprendre. Vouloir comprendre, voilà ce qui doit nous animer, comme une véritable passion. En tant qu'avocat, vous n'êtes pas des prestataires d'un service indifférencié, disait un premier président de la Cour de cassation. Ne soyez pas ces avocats qui considèrent que leur déontologie leur impose de faire à la lettre ce que leurs clients exigent, comme s'ils obéissaient aux instructions d'un commanditaire. L'intérêt du client est parfois en décalage avec les demandes qu'il exprime. Comprendre, c'est prendre le recul qui permet de percevoir. C'est passer d'une vision plate à une vision en relief, car il y a différents niveaux d'intérêt du client. Obligez-vous à les discerner et à en convaincre vos clients en vous souvenant qu'il n'y a pas de défense pour un avocat plus maladroite que celle qui épouse les formes de la maladresse de son client. L'indépendance exigée de votre serment, c'est aussi, et peut-être d'abord cela. Convaincre en effet, voilà encore ce qui nous unit. Il vous faudra convaincre les magistrats par vos écritures et vos plaidoiries. Ceux-ci, de leur côté, devront vous convaincre, ainsi que les parties que vous assistez, par la pertinence de la motivation de leurs décisions. Le règlement intérieur national de la profession, qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats, intègre également le Code de déontologie des avocats européens, lequel dispose « À aucun moment, l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. » C'est bien le moins. Cela relève de la probité, cœur de votre serment. Mais plus que cela encore, comme sans doute les magistrats ont une réputation chez les avocats en ont une, bien sûr, chez les magistrats. Écoutez cet autre conseil. Ne ruinez pas la vôtre, au bénéfice d'ailleurs illusoire d'un seul de vos clients, mais devenez au contraire cet avocat écouté. Devenez celui dont les juges attendent la plaidoirie, tant ils savent qu'il va apporter à l'affaire une analyse sagace et pertinente et qui tire toute la puissance de sa défense, de sa rectitude intellectuelle et morale et de sa loyauté, jamais prise en défaut. À cet égard, sachez que la communauté judiciaire est unie par la foi du palais. Cette belle expression qui, selon les termes du doyen Bernard Beignet, que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui en tant que recteur d'académie, et du bâtonnier Jean Villassec, dans leur ouvrage de référence « Droit et déontologie de l'avocat » qu'aimait citer mon prédécesseur, je cite « Scelle la valeur de la parole donnée entre serviteurs de la justice », la foi du palais. Fondée sur l'honneur de la robe, elle permet d'aplanir beaucoup de difficultés. La foi du palais est une morale spéciale. Elle facilite grandement les rapports entre les magistrats et avocats, et bien sûr entre avocats.
Elle permet de se faire confiance en se croyant sur parole. Malheur à celui qui y manque. Fin de citation. La foi du palais, le sens des usages et le rôle du protocole ne sont pas des combats d'arrière-garde. Ils donnent un cadre à la dignité avec laquelle vous exercerez vos fonctions. Se comporter avec dignité, c'est d'abord respecter celle des autres. En ces temps où une certaine école estime devoir répandre l'idée qu'en matière de défense, tout est permis, au motif que la fin justifierait les moyens, laissez-vous pénétrer de l'idée qu'il n'est pas un seul acteur du procès, prévenu ou accusé, partie civile, expert ou enquêteur amené à déposer, partie adverse et bien sûr greffier, avocat contradicteur et magistrat qui ne méritent, comme tout être humain, que vous le considériez avec respect et dignité. Votre combat légitime et sans concession pour la vérité et la défense s'en trouverait terni, emportant avec lui une part de la grandeur de votre métier s'il devait s'affranchir de l'obligation de dignité placée au premier rang des valeurs énoncées dans votre serment. L'oublier, c'est souvent être le jeu d'une instrumentalisation de la justice au profit d'intérêts privés, corporatistes, ou encore de desseins personnels inavouables qui ne doivent pas, nous devons y veiller ensemble, l'emporter sur les principes républicains fondateurs de notre État de droit dont vous êtes appelés, chacun d'entre vous, à être l'un des piliers. Dignité, conscience, indépendance, probité, reste un mot qui n'a pas été commenté, celui d'humanité. Évoquons-le donc en tournant notre regard vers l'avenir de la justice. Vous êtes les avocats qui vont façonner cet avenir. Cet avenir vous appartient, que vous pratiquiez en matière pénale ou en matière civile. En matière pénale d'abord, et pour ne se limiter qu'à cela, les avocats n'imaginent souvent pas l'immense influence qu'ils pourraient avoir sur les décisions statuant sur la peine. Le choix de la peine, lorsque celle-ci peut relever d'une palette étendue de possibilités, est rarement soumis au débat à l'audience, autrement que par une demande de clémence, la défense elle-même n'osant s'aventurer sur ce champ, probablement d'ailleurs en raison de sa technicité juridique et aussi d'une absence de préparation suffisante de leurs clients, avec leurs clients. Il s'ensuit que c'est sur le domaine sur lequel l'avocat aurait le plus d'influence qu'il intervient le moins. La réforme de la peine vise notamment à mettre fin à la schizophrénie de notre système, qui fait prononcer une peine par une formation de jugement pour confier ensuite à une autre formation le soin de la déconstruire. Les formations de jugement correctionnel sont désormais appelées à prononcer ab initio une peine, le cas échéant aménagé. Et si vous vous appropriez ce champ, véritable niche d'humanité, et que vous êtes capable d'œuvrer à l'individualisation de la peine par des propositions construites, pertinentes, favorisant la réhabilitation et la réinsertion, votre concours à l'œuvre de justice et à la paix sociale sera des plus précieux. En matière civile ensuite, parfois au terme d'une affaire, pour ces acteurs, la justice est passée dans les règles de l'art. La loi a été dite dans un jugement rigoureux, au terme d'une longue bataille menée sans défaillir, durant laquelle chacun a pu fourbir ses armes juridiques les plus acérées. Les voies de recours ont été utilisées jusqu'à épuisement. Magistrats et avocats ont le sentiment du devoir accompli. Mais pour les parties, que reste-t-il au plan humain? Hélas, souvent, un champ de ruines, des êtres vidés, épuisés, des familles déchirées, des voisins plus que jamais opposés. Le litige, cette partie judiciairement émergée d'un iceberg que constitue un conflit,
un conflit enquisté a été tranché, mais le différend n'a fait que s'amplifier. Gageons que les avocats que vous serez, pétris de conscience et d'humanité, ne s'en satisferont pas. Il y a certes des litiges qu'il faut trancher en droit, mais beaucoup pourraient emprunter d'autres voies de résolution. Longtemps, les avocats ont estimé que les voies de l'amiable, je parlais d'un véritable processus organisé, visant à la recherche d'intérêts communs, servant de fondement à la conclusion d'un accord sincère et durable, pleinement satisfaisant pour les deux parties, ne relevaient pas de leur cœur de métier. Il est désuet le temps où la qualité de l'avocat s'appréciait exclusivement par sa combativité procédurale. Nul doute que la qualité de l'avocat de demain s'appréciera par sa capacité à accompagner son client dans un processus de pacification durable. Il vous manquait des outils juridiques pour être vous-même les acteurs d'un tel processus, jusque-là confié à des tiers. Un groupe de magistrats et d'avocats s'est battu au cours des dernières années pour que vous puissiez en bénéficier. Ces outils se sont construits par touches successives. L'ouvrage a été livré dans sa complétude par le décret de procédure civile du 11 décembre 2019. Désormais, l'amiable et le judiciaire ne s'opposent plus. Ils s'imbriquent dans une procédure redonnant aux parties l'initiative de la conduite de leur affaire judiciaire et singulièrement aux avocats le pouvoir, excusez du peu, d'administrer amiablement la preuve. C'est un nouveau métier, pas encore enseigné dans sa plénitude. Ce nouveau métier, c'est désormais le vôtre. Ces outils procéduraux ont pour nom procédure participative et acte de procédure contresignés par avocat. Vous bénéficiez d'une chance historique dont vos aînés n'ont pas disposé. Il vous faut la saisir. Vous en aurez professionnellement le monopole et peut-être le conserverez-vous si vous en savez en faire un usage à bon escient. Soyez, mesdames et messieurs, chers maîtres, les pionniers d'une profession rénovée. Et il est temps de prêter votre serment. Les choses vont se dérouler ainsi. Je vais vous rappeler, une fois encore, la teneur de ce serment, et ensuite, à l'appel de votre nom, vous vous leverez et vous leverez la main droite, vous direz « Je le jure ». Nous allons procéder par barreaux successifs. Alors je vous lis d'abord la teneur de ce serment une fois et une ultime fois, et puis après il vous appartient de la mémoriser définitivement. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pour le barreau des Alpes de Haute-Provence, Monsieur Romain Bonny-Cisterne. Madame Sophia Barra. Monsieur Guillaume Garcin. Nous passons maintenant au barreau de Draguignan. Monsieur Thomas Appéry. Madame Chloé Massot. Nous passons maintenant au barreau de Grasse. Madame Laurie Boléry. Madame Maria Charly. Madame Camille Dortoli. Madame Nastasia de Andrade. Madame Émilie Luzy. Madame Paola Montini. Peut-être les photographes, pourriez-vous vous mettre de l'autre côté, comme ça vous ne seriez pas, comment dirais-je, dans le champ, si je puis dire, de vision du tribunal.
Madame Sabrina Moussu, Madame Inès Nabili, Madame Clarisse Nimal, Madame Sandra Scora, Monsieur Nicolas Tessier. Nous passons maintenant au barreau de Nice. Madame Shaina Amar, Madame Clotilde Bégon, Madame Lou Bessis-Hosty, Monsieur Julien Bord, Madame Coralie Botton, Madame Flora Bourgoin, Monsieur Maxime Caldonazo, Madame Marion Conil-Lacoste, Madame Julie Comte, Madame Laura Curran, Madame Perrine Della Suda, Madame Léa Demonchy, Madame Géraldine Duvat, Madame Laure Favol-Caya, Monsieur Pierre Gaillard, Monsieur Bruno Gérardi, Madame Maude Grimaud, Madame Imen Gueda, Madame Emma Atri, Madame Loubna Idbi, Madame Charon Caloun, Monsieur Pierre Carboviac, Madame Julia Leroux, Monsieur Pierre Lavie, Monsieur Valentin Massé, Madame Cécile Marino, Madame Clotilde Malinconi de Lyon, Monsieur Alexandre Miller, voilà, vous plaidez devant le tribunal, pas devant le photographe, hein, je vous rappelle, si c'est nécessaire. Madame Nadra Mlik, Madame Mariam Nassour, Monsieur Guillaume Nathalie, Madame Mégane Nathalie, Monsieur Adrien Palvado, Madame Mélina Robertson, Madame Loane Rousseau, Madame Sofiko Saakashvili, Madame Julie Schlembach, Madame Axel Sedlitz, Monsieur Florian Sampéré, Madame Shemaya Sorovic, Madame Noémie Tanier, Monsieur Michael Tortorizzi, Madame Liliane Vellutini, Madame Laura Vaughin, Madame Wissem Vaouajra, merci, Monsieur Yasser Zetter. Nous passons maintenant au barreau de Toulon. Madame Éléonore Baudy, Monsieur Sylvain Coin, Madame Manon Desminots, Monsieur Julien Gary,
Monsieur Jacques González Lopez, Madame Stéphanie Guérin, Madame Nassira Guerngiach, Monsieur Jonas Morvan, Madame Justine Oliva, Madame Tiffany Rebaud, Madame Marion Roure, Madame Morgane Sabates, Madame Laura Saul-Dubois, Monsieur Valentin Suduka, Madame Morane Troilet, Madame Elsa Villemer. En principe, tous les candidats au serment ont été appelés, sauf erreur, non? Ah, ah. Hop. Vous avez oublié cette jeune femme. Qui n'était pas dans ma liste alors? Non, elle n'est pas dans ma liste. Du barreau de Toulouse. Madame Yasmine. Nice. Madame Yasmine Bouzergan. D'accord. Alors, s'agit-il de Madame Yasmine Bouzergan? Voilà. Donc on vous réintégrera, rassurez-vous, dans le procès verbal, vous ne serez pas oubliés. Tout le monde a prêté serment? Parfait. La Cour donne acte à Monsieur l'avocat général de ces réquisitions, donne acte à chacun d'entre vous, nouveaux avocats, ici présents, de votre serment que vous avez prêté une fois pour toute votre vie. Dit que du tout, il sera adressé procès-verbal et la Cour vous renouvelle toutes ses félicitations pour votre entrée dans cette très belle profession d'avocat. Un mot pour terminer. Vous savez que nous avons déjà du retard et que d'autres jeunes avocats vont prêter serment. Et donc je sais que vous allez vouloir prendre des photos, que vous allez vouloir parler un peu avec votre famille, mais je vous demande de bien vouloir laisser la place à vos confrères et consoeurs qui, eux aussi, attendent impatiemment, comme vous, de prêter serment. Merci et bon exercice du métier d'avocat.